Bon, alors, ce qui concerne les cas cliniques de thyroïdite d'Hashimoto, là, c'est une première patiente diagnostiquée en 2016, première consultation en septembre 2016. Symptômes, vous les connaissez, je passe, vous les regardez. Elle était sous lévothyrox 50 microgrammes. Elle avait une diminution des lymphocytes, du zinc-sérique. Elle avait une TSH à 5,69, des anticorps anti-TPO qui étaient à 11 fois. Je me base toujours par rapport à la valeur maximale autorisée. Parce que comme il y a des changements de laboratoire, il y a des fois anticorps TPO en dessous de 34, d'autres en dessous de 115. Donc je me base par rapport à la valeur de référence maximale. Donc elle était 11 fois la valeur maximale de référence et les anti-ITG étaient à 3 fois la valeur maximale de référence. Je modifie le traitement parce que je préfère le Thyral au lévothyrox. Bon, je n'ai pas compris pourquoi le Thyral n'a jamais été proposé dans les problèmes de thyroïde et de lévothyrox. Enfin, bref, c'est une question que je n'ai toujours pas compris. Alors, la deuxième consultation, c'est en novembre 2016. Persistance de quelques symptômes depuis 2 mois. Mais la biologie de la fin septembre a montré une diminution et une normalisation de la TSH parce que j'avais changé le traitement. Hein. Le Thyral marchait mieux même. Okay. Donc, c'était certainement lié à la modification du traitement. En contraste, il y avait une augmentation en anticorps TPO. C'est-à-dire la maladie... Enfin, les anticorps anti-TPO, ils sont peut-être cibles ou simplement des petits marqueurs, mais en tous les cas, ça augmentait à 16 fois et demi la valeur maximale de référence, ce qui est énorme. Et les anticorps ETTG étaient montés aussi à 6,5. Il y avait des vitamines D basses et puis bon, d'autres choses qui sont moins intéressantes. Les résultats du test ImuPro, niveau élevé pour l'avoine, le chou de Bruxelles, le petit pois, le melon, l'arachide, mais aussi le jaune d'œuf, l'œuf de caille, la brebis et la chèvre. Donc elle avait, voilà, c'était 10, avec un test qui est négatif au Candida albicans. Voilà son test, donc je vous l'ai dit. Donc là, vous savez, je fais une petite parenthèse par rapport au professeur Joyeux, que j'admire, mais quelquefois, quand il dit qu'il faut remplacer le lait de vache par le lait de chèvre et de brebis, je dis qu'il dit quelquefois des petites erreurs. Voilà, donc vous avez ici le lait de brebis et le lait de chèvre qui sont positifs, alors qu'il ne l'est pas le lait de vache. Bon, disparition totale, troisième consultation le 27 janvier. Disparition totale de tous les symptômes, la patiente se sent parfaitement bien, elle suit à la lettre les recommandations, IbuPro. La TSH reste normalisée avec cette fois une diminution considérable des anticorps TPO qui sont descendus à 5 fois 4, donc la valeur maximale de référence, alors qu'avant ils étaient à 16,5. Hein, 16,5. Voilà. D'accord. A signalé toutefois une augmentation des TG, je ne sais pas trop pourquoi, 8 fois la normale alors qu'ils étaient à 6,5. Bon, c'est à peu près la même chose. Bon, les lymphocytes, ça, c'est pas très grave. Ensuite, confirmation, la 4e consultation le 26 avril 2017. Confirmation de la disparition totale de tous les symptômes. La patiente se sent parfaitement bien. Elle continue à suivre à la lettre les recommandations du test ImuPro et je lui suggère, parce qu'elle me dit je suis bien, mais je pourrais être encore mieux. Et sur ma suggestion, depuis 1 mois, elle avait décidé de supprimer aussi le gluten, qui était initialement borderline. Voilà comment était le gluten, vous le voyez ici, à 7,4. Donc je décide dans un deuxième temps de supprimer le gluten. Okay. Qu'est-ce qui se passe? La patiente totalement asymptomatique revient le 26 avril 2007, donc elle est totalement asymptomatique. La biologie, la TSH reste normalisée, autrement dit pas de problème avec la TSH, et avec une normalisation totale des anticorps anti-TPO. Alors ils sont peut-être cibles, peut-être, je veux bien, mais moi en tous les cas, en supprimant les aliments, et là quand on a supprimé le gluten, ça avait commencé à baisser avec les autres aliments, et avec le gluten, ça a été spectaculaire. Ce matin, je vous ai dit que le gluten n'était pas... Forcément, vous voyez que les choses peuvent être différentes d'un patient à l'autre. A signalé également une forte décroissance des anticorps anti-TG à 2 fois la normale. Franchement, il y a une amélioration spectaculaire. Mais spectaculaire. Alors, le parfait état de santé de la patiente, le 14 juin 2017. Elle continue à suivre les résultats du test ImuPro, y compris la réduction du gluten. La biologie de la TSH reste normalisée, ainsi que les anticorps anti-TPO. A signalé une nouvelle décroissance des anticorps TG qui, eux aussi, se normalisent à 1,5 fois la normale. Antérieurement, ils étaient à 2. Voilà. Le zinc reste légèrement inférieur à la normale. Okay. L'interprétation, la suppression du gluten qui était initialement borderline, ajoutée donc aux évictions précédentes, a incontestablement favorisé la normalisation totale des anticorps anti-TPO. En résumé, éviction alimentaire des EG initialement positive, diminution significative des anticorps anti-TPO, éviction alimentaire complémentaire du gluten sur le fait que le gluten était borderline, eh bien, élimination des anticorps anti-gluten, normalisation définitive des anticorps anti-TPO. Alors, ils n'ont peut-être pas de valeur, c'est peut-être une cible, mais en tous les cas, c'est comme ça. Vous supprimez les intolérances alimentaires et vous diminuez les anticorps anti-TPO. Alors, on peut discuter, dans la discussion, ça peut être ouvert, comme ça. Le cas clinique numéro 2, Céline, 36 ans. Alors, il faut voir comme ça, elle va très bien cliniquement, TSH normale, euthyroïdie. Le 28-8-2015, elle avait TSH normale, tout était normal.
Entre la fin 2015 et mars 2018, il y a un problème d'infertilité, stimulation ovarienne en 2016, et on lui fait une injection d'iode pour examen à angioscanner parce qu'on croyait qu'elle faisait une embolie pulmonaire. Il n'y avait rien à voir avec, mais enfin bon, on lui a fait une injection d'iode. En 2017, il y a une grossesse avec une fausse couche, et en mars 2018, découverte d'une thyroïdite de Hashimoto assez brutale. Sa sœur est également Hashimoto positive. Et là, la biologie antérieure du 27 mars était la suivante, des TSH à 49,24 et les anticorps TPO à 2 fois 2 la normale, le maximal autorisé, enfin la valeur de référence maximale. La patiente me consulte avec résultat ci-dessus, un test IMUPRO complet, qu'elle s'est auto-prescrit, c'est pas moi qui l'ai prescrit, elle se l'est fait toute seule, et qu'elle a réalisé début avril 2018. Elle ne bénéficiait jusqu'alors d'aucun traitement, me précise qu'elle a subi un avortement en 2017, qui n'était pas désiré, une grossesse qui n'était pas désirée. La clinique, le 23 avril, elle était fatiguée, elle avait un syndrome intestin irritable, des kystes et des douleurs ovariennes, des lourdeurs hépatiques, des problèmes oculaires avec des rougeurs des yeux occasionnelles. Mise en place donc du régime d'exclusion du gluten, du blanc d'œuf et des levures, selon le test IBUPRO et le lait de vache qui était déjà exclu depuis près de 3 ans. Ça fait 3 ans qu'elle avait exclu le lait de vache en ayant lu certaines choses sur Internet. Je prescris en urgence une biologie, parce que quand je vois effectivement ça, je me dis aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Je prescris en urgence une biologie de contrôle pour confirmer l'importance de l'hypothyroïdie. Et qu'est-ce que. Voilà, ça c'est son test IMUPRO. Vous voyez, le gluten était à 10,9. Donc c'est pas excessif, hein, c'est ce que je disais ce matin, les chiffres qui ne sont pas si énormes que ça, des fois, dans le gluten. Voilà ici le reste de son test. Il n'y a rien de très spectaculaire, mais vous voyez quand même le blanc d'œuf en bas qui est à 8,8. C'est pas énorme non plus. Bon, il n'y a pas grand-chose, le tournesol, enfin bref, pas grand-chose. Mais elle les a supprimés, tout ça. Donc ça, c'était ses résultats précédents. Et voilà les résultats que j'ai quelques jours après. La TSH qui continue, mais qui explose. 72,40, la T4 qui était encore toujours basse, les anticorps anti-TPO qui sont toujours élevés, les anticorps anti-TG qui sont très élevés, plus élevés même que les TPO. Non, pas de traitement hormonal, non. L'ampleur de l'hypothyroïdie et de l'auto-immunité sont confirmées. Il faut déjà noter une baisse des anticorps anti-TPO. Il y a déjà les anticorps anti-TPO ont baissé alors que la patiente n'est pas encore sous lévothyroxine, mais uniquement sous une modification du régime alimentaire. Je la mets immédiatement, enfin progressivement, mais très très rapidement sous 100 microgrammes de L-thyroxine, vu ça, effectivement, et je me demande de la revoir d'ici 6 semaines avec des examens plus complets. Voilà quand je la revois, voilà, c'était le jour, le 23 avril 2018, 72,43, des anticorps ici et des anticorps très élevés, inférieurs à 115, voilà. Anticorps anti-TPO, 59 pour une valeur à 34. Et 6 semaines plus tard, les résultats biologiques arrivent, ils sont les suivants. La TSH est passée de 72 à 2,39. La T4 est normalisée, la T4, les T3 libres est normalisée, les anticorps anti-TPO sont à 26, ils sont normalisés, ils sont inférieurs à 34. Les anticorps anti-TG restent légèrement encore augmentés pour des raisons qu'on ignore, enfin, c'est pas toujours facile à savoir pourquoi il y a des hypothyroïdies ATG et des hypothyroïdies ATPO. Voilà, Elliott série qui est légèrement un peu augmentée. Donc elle a bien suivi les exclusions conformément au test IMUPRO, elle est ravie. Son nouveau régime alimentaire lui convient parfaitement bien. Son état général s'est considérablement amélioré, elle n'est plus fatiguée, régularisation nette de son transit intestinal, retour de ses menstruations, kyste ovarien et douleur abdominale totalement disparues, restent quelques diarrhées et petites nausées occasionnelles, 3 fois par mois, me dit-elle, ainsi que quelques rares rougeurs des yeux. La biologie est totalement normalisée, ainsi que les anticorps anti-TPO. Les anticorps TG ont également considérablement diminué, mais restent légèrement un tout petit peu augmentés. Voilà, donc voilà son deuxième test, hein. Après, vous voyez, c'était au mois d'avril où elle avait beaucoup d'anticorps. La TSH qui est passée de 72 à 2,32 et les anticorps antiperoxydase qui sont devenus inférieurs à 34, ils sont à 26. Donc normalisés. Donc les évictions alimentaires initialement instaurées ont incontestablement favorisé une baisse sensible des anticorps anti-TPO avant même l'instauration du traitement par la lévothyroxine. Il ne faut pas me dire que c'est la régularisation de la STH. Les intolérances alimentaires, les évictions ont fait baisser les anticorps anti-TPO. Moi, ma position, c'est que vous avez une pathologie où vous avez des anticorps qui s'attaquent à la thyroïde, et vous allez avoir des intolérances alimentaires qui donnent des anticorps. Et ces anticorps sont susceptibles d'augmenter le pool d'anticorps qui vont devenir auto-immuns. Donc ça me paraît logique, ça ne me paraît pas illogique. L'association du traitement par la lévothyroxine et la poursuite des évictions alimentaires ont permis à la fois une très nette amélioration clinique, qui est peut-être liée à la normalisation de la TSH, bien sûr,
Et la normalisation de la TSH est celle définitive des anticorps anti-TPO, qui me semble très liée avec les évictions alimentaires. Sophie, dernier cas clinique, thyroïdite d'Hashimoto. Alors, on va lire d'abord, c'est une personne qui a des problèmes digestifs, plus de la constipation que de la diarrhée, des gastralgies, des migraines, sans aura, 2 crises par mois, de 24 à 48 heures, des périodes de fatigue inconstantes, mycose inguéale, des raideurs de la hanche droite rendant la position antérieure totalement impossible, des gonflements fréquents sur le visage et au pourtour des yeux notamment, et un surpoids modéré de 7 kg. Elle arrive avec, alors c'est une hypothyroïdie bien sûr, sous l'évothyrox 100 depuis 15 ans. Donc là j'ai quelque chose qui, sous l'évothyrox, et on n'a rien changé au traitement. Donc elle est sous l'évothyrox depuis 15 ans. Actuellement, la TSH est normalisée, elle est en euthyroïdie, et la TSH initiale, tout à fait au début, elle m'a dit, j'étais à 6,5 quand j'ai fait mon test il y a très longtemps. Le test Imupro et biologie sont prescrits, ils sont effectués le 28/8/2017. La biologie, fin août, confirme la thyroïdite de Hashimoto, elle est avec des augmentations de TPO qui étaient à 2509. C'est-à-dire que c'est 42 fois la valeur maximale de référence. 42 fois. Okay, bien. Déficit en vitamine D, sérologie candidosique était à la limite de la positivité. Les intolérances, Imupro, on a le blanc d'œuf qui est à 116,6, le gluten à 29, le jaune d'œuf à 17 et le lait de vache à 18. Autrement dit, ils sont élevés. Et le blanc d'œuf est très très élevé. Éviction immédiate, soit fin octobre, début novembre 2017, de tous les aliments concernés. La patiente est toujours sous l'évothyrox, 100 microgrammes. La biologie prescrite, je prescris bien sûr une biologie, pour le début mars 2018. Voilà ces anticorps qu'elle avait donc au départ, 2509. Voilà son test Imupro, Sophie, hein, notre Sophie là-haut, d'accord, 49 ans. Voilà 53 et 9. Moi je sais, je vous expliquerai ça tout à l'heure si j'ai le temps de l'expliquer, qu'immédiatement je sais que la problématique elle est ici, et que là on a ce qu'on appelle des victimes collatérales. J'expliquerai ça j'espère tout à l'heure. Voilà, donc les intolérances, on les a dit tout à l'heure, je passe vite. Voilà son test. Donc vous voyez, vous avez ici le gluten, par contre, c'est vrai, c'est contraire à ce que j'ai dit ce matin, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. C'est 3 cas sur 40, hein, donc il peut y avoir un cas qui ne montre pas forcément la statistique générale. Donc le gluten est à 28,8, enfin, toutes les céréales contenant du gluten sont pas terribles, et puis il y a tout le reste. Bon, voilà. C'est encore ma Sophie. C'est Sophie, voilà, une partie de son test. Le blanc d'œuf qui est à 116. Et tous les œufs ici sont positifs. Autrement dit, il n'y a pas d'échappatoire, ni la caille, ni loi. C'est les protéines des œufs qui sont problématiques. Et puis ici, vous avez les produits laitiers. Et vous avez ici ce que j'appelle le classique -4. Le classique -4, c'est-à-dire que vous avez le lait de vache qui est positif, et puis vous avez la brebis et la chèvre qui sont négatifs, et vous avez la chamelle et la brebis négatives parce qu'on n'en a jamais bu. Donc là, vous avez, c'est normal parce que ça n'a jamais été consommé, et ça, c'est normal, parce que c'est vrai que le professeur Joyeux, il a raison, de temps en temps, il a raison, statistiquement, oui, la brebis et la chèvre sont moins souvent que le lait de vache, c'est vrai. Et alors, donc, l'éviction est à immédiate, donc, soit fin octobre, début novembre 2017, de tous les aliments concernés, patiente toujours sous l'évothyrox 100 microgrammes, biologie prescrite pour début mars 2018. Donc elle a retiré tous ces aliments-là, et la biologie du 2 mars 2018 donne 0,34, une normalité en TSH, et des anticorps anti-TPO qui sont descendus à 351, c'est-à-dire à 10 fois la normale, alors qu'ils étaient à 42 fois la normale. Donc on s'aperçoit qu'il y a une chute spectaculaire encore des anticorps anti-TPO sur l'éviction de ces aliments. D'accord ? Donc chute considérable d'anticorps sous l'effet du régime d'éviction. Seul pouvoir, c'est le seul pouvoir à expliquer la diminution des anticorps. Il n'y a pas eu de modification du traitement hormonal. Et rien eu par ailleurs. Seul à pouvoir expliquer ce résultat, les anticorps anti-TG se sont eux aussi normalisés. Donc, la consultation du mois de juillet, avant de partir en vacances, exclusivement clinique, elle va bien en général, se sent beaucoup mieux, ravie de son changement d'alimentation qui ne la perturbe pas plus que ça. Persistance de quelques coups de fatigue, des alternances un peu de diarrhée, constipation. Le candidat était un peu limite, donc j'ai fait un mou que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et il est négatif. Et plus rarement encore, les gonflements et au pourtour des yeux. 3 points qu'elle trouve très positifs à ses yeux, très très positifs. Elle n'a plus aucune douleur ni raideur de la hanche droite. Elle peut se mettre en tailleur, qu'elle ne pouvait absolument pas avant. Disparition quasi complète des migraines. Elle n'a plus du tout de migraines. Elle a perdu 5 à 6 kilos en 5 mois. Voilà. Donc ça, c'était ses anticorps initiaux. Et voilà les anticorps après éviction alimentaire. Donc elle m'a écrit une lettre, parce que c'était le 7, enfin je vous montre, voilà.
petite bafouille, là, Sophie, le 7 août, que j'ai reçu le 30 août, parce que je suis parti le 8, donc je ne l'ai pas reçu. Je l'ai reçu et elle me dit, vous trouverez comme convenu, 6 juin, les résultats des analyses de sang et du mou que vous m'avez prescrit, nouvelle diminution des anticorps antiperoxydase, avec un point d'exclamation. Elle est très contente, parce qu'ils continuent encore à baisser. Ils continuent à baisser parce qu'ils sont maintenant, ils étaient à 341, bon, c'est pas beaucoup, mais ils sont passés à 331, ce qui montre bien qu'il y a quand même une pente qui est légèrement descendante, toujours. Mais elle était au départ à 42 fois la normale, hein, d'accord? Là, elle est à 10 fois la normale. 34, 331, c'est exactement 10 fois la valeur maximale de référence. Voilà. Sans changement de posologie du lévothyroxine, les anticorps anti-TPO ont été drastiquement diminués, passant en 6 mois de temps de 2509 fin août 2017 à 331 fin août 2018, soit divisé par près de 8, ceci uniquement sous l'effet du régime d'exclusion des intolérances alimentaires parfaitement suivi. De ce travail initial, bon, c'est un travail initial, on va le laisser, je vais continuer à travailler dessus, bien sûr, il y a autre chose à faire. On peut conclure pour les patients atteints de la maladie d'Hashimoto que le régime alimentaire basé sur l'éviction des aliments générant des anticorps IgG spécifiques, en association avec le traitement par la lévothyroxine, améliore de façon très significative l'état clinique des patients, c'est clair et net parce qu'elle va 100 fois mieux, modifie l'évolution biologique des anticorps, c'est des questions initiales que j'avais posées au départ, hein, modifie l'évolution biologique des anticorps spécifiques de cette maladie, notamment des anticorps anti-TPO, et que cette modification va dans le sens d'une diminution très significative du taux de ces anticorps, et souvent vers une normalisation de ces anticorps. Voilà. Certains aliments, ça c'était la première partie de ce matin, certains aliments ou familles alimentaires semblent être plus spécifiquement responsables de la maladie d'Hashimoto, et peut-être d'autres maladies auto-immunes. C'est ce matin, ça. Hein, donc le lait de vache, les œufs de poule, le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Et de façon surprenante, c'était ce matin, et statistiquement, le gluten qui semble un petit peu moins impliqué que les deux précédents, mais reste influent dans de nombreux cas. Ce n'est pas le cas dans les 3 que je viens de vous montrer, mais statistiquement, c'était ça qui ressortait sur les 40 patients. Hein, voilà. Ces conclusions demandent bien évidemment à être confirmées par un échantillon plus large de patients, c'est bien évident. Bon, ça concluait ce que je devais faire ce matin. Voilà. Alors la fiabilité, maintenant je vais vous montrer ce que c'est que la vraie fiabilité, la vraie. Voilà un test Cédric. Hein, Cédric a fait son test en 2015. On trouve, c'était l'ancienne présentation, hein, l'ancienne présentation, 39, 7, 6 et 5 ici, niveau 1, 2, 3 et 4, 57. Qu'est-ce que vous trouvez? Je vais faire un petit effort de mémoire. Hein. Regardez bien ce que vous trouvez ici. L'artichaut, l'asperge, les aubergines et les betteraves rouges, tout à fait négatifs. Vous avez le brocoli qui est positif, à des valeurs de 122. Vous avez ici le chou blanc, le chou de Bruxelles, le chou frisé, s'il n'est pas intolérant au chou, hein, là, vous m'appelez, voilà. Mais regardez bien, la carotte est négative, le céleri est négatif, le céleri branché est négatif, le chili est négatif. Bon, le chili, il a été abandonné, il n'est plus dans le nouveau test. Vous avez bien retenu ça, à peu près, hein, vous l'avez retenu. Maintenant, Cédric, il revient me voir en 2018 et il veut refaire le test. Eh bien, il refait le test, et voilà ce qu'on trouve sur le test. OK ? On est 3 ans après. Artichaut, asperge, aubergine, betterave rouge, brette, normal. Le brocoli est positif. La carotte, le céleri branche, le céleri rave, tout est négatif. Vous retrouvez exactement la même chose. Alors quand vous avez quelqu'un qui vous dit c'est ce que vous avez mangé la veille ou l'avant-veille et tout, vous êtes positif, vous oubliez. La fiabilité, elle est exceptionnelle. D'accord ? Voilà, c'est comme ça. Alors, par contre, il était à 122, il est passé à 67, et là aussi, vous avez une donnée qui est importante. On vous dit qu'en 5 à 8 semaines, les anticorps ils disparaissent. Il a arrêté de manger du chou, mais il est toujours positif au chou. Sauf qu'au lieu d'être à 122, hein, je vous rappelle ici, il était à 122 ici, il était pour le chou de Bruxelles à 117, pour le chou rave, il était à 128, et donc 3 ans après, eh bien, vous avez des chiffres qui ont vraiment régressé, 67,5, le chou de Bruxelles est à 75, et vous avez le chou, je ne sais plus lequel, c'est le chou rave qui doit être ici, qui est à 40. Ne me dites pas que les anticorps baissent en 5 à 8 semaines. Okay, bon. Non, je sais. Bon. Non, mais mais c'est pas toi que j'attaque. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est la fiabilité du test. D'accord ? Allez, si vous n'êtes pas convaincu, Céline. Céline, en 2014. Voilà les tests, vous voyez. Et voilà le test en 2015. Donc, il n'y a pas un gros effort, c'est à peu près le même nombre d'intolérances. Autrement dit, c'est pareil, on ne développe pas des intolérances comme ça du jour au lendemain, 50, et on a à peu près les mêmes chiffres. Elle a voulu faire son test, et voilà ce qu'elle avait, la première. Ça, c'est une présentation qu'on n'a plus maintenant sur les nouveaux, c'est dommage. Mais voilà, ça, c'était le 2014. 2014, voilà ce que vous trouvez. Vous trouvez la farine de graines de goire à niveau maximal, l'ananas, la banane, vous trouvez le calamar, vous trouvez l'orge, vous trouvez la vanille. Elle fait son test en 2015. En 2015, qu'est-ce que vous trouvez?
vous trouvez la farine de graines de goire, l'ananas, la vanille, la banane et l'orge. Vous trouvez exactement la même chose. Sauf qu'elle est passée de 4, elle est passée, non, elle n'est même pas, la farine de graines de goire, elle est toujours aussi positive. Donc c'est pas facile de se débarrasser des anticorps. Mais le test est d'une très grande fiabilité. Le test est d'une grande fiabilité, vous trouvez exactement la même chose. Voilà les tests qui sont mis côte à côte. Farine de graines de goire, la voilà. L'ananas, le voilà. La banane, elle est passée ici, elle a régressé un tout petit peu parce qu'elle a arrêté de manger des bananes. L'orge est toujours positive. Le calamar qui était ici, il est passé, il est là. Bref, elle a amélioré certaines choses, mais il reste toujours des anticorps. Et vous voyez l'indice de fiabilité, d'accord? Okay. Ensuite, un chef étoilé 3 étoiles, comme tout le monde entier connaît. Chef étoilé qui vient me voir il y a en 2013. Et voilà ces intolérances. Il n'y en a que 10 d'intolérances alimentaires. Et quelles sont ces intolérances alimentaires? C'est des poissons. 50% de poissons sont positifs. Avec le fin, le perche, le cabillaud, le flétan et la truite, entre autres. Et il avait aussi... attendez, excusez-moi. Il avait aussi... Qu'est-ce qu'il avait? Il avait aussi la banane et le lin. Les graines de lin qu'on donne pour les oméga 3. Okay. Alors, il refait son test, il revient me voir, il n'était pas convaincu, il n'a pas fait les intolérances. Il m'a dit, écoutez, votre truc, je lui ai demandé de préfacer mon livre. Il m'a dit, non, je ne peux pas, c'est pas possible. Encore une fois, le monde entier connaît, vous allez chez lui, vous allez pour 200 € de place, c'est pas possible. Bon, bref. Donc, il revient au bout d'un an, et donc il revient au bout d'un an. Similitude évidente, toujours 50% de poissons, les mêmes. Et vous avez encore une fois, là vous avez les poissons, l'aigle fin, la plie, le cabillaud, la truite, le flétan, le lieu noir, et la banane et le lin sont toujours là. Fiabilité, qu'est-ce qui en doute de la fiabilité des tests là? Non? Ok, la pertinence des tests. Ensuite, je termine par Christina, pour terminer pour ça. Christina qui vient me voir, donc, qui est architecte, en mi-juillet 2015, elle a 17 intolérances alimentaires. Voilà, vous avez le blanc d'œuf à niveau 4, la farine de graines de goire, le homard, l'œuf de poule, l'asperge tigère, le jaune d'œuf. Bon, je pense que c'est là. Elle revient me voir un petit peu moins d'un an après. Elle a les moyens de se payer le test. 80% de similitude. Pourquoi? Parce que voilà le test. D'accord? Donc le blanc d'œuf ici, le blanc d'œuf il est ici. La farine de graines de goire, elle est ici. Le homard, il est ici. L'œuf de poule, il est ici. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous avez compris, on a exactement les mêmes choses. D'accord? Et le test est fait un an après. Et rappelez-vous, le premier, c'était 3 ans après. D'accord? Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Est-ce que j'ai du temps encore un peu? Aide à la pratique. Alors là, je vais vous donner un peu mon expérience et puis la façon d'aborder un petit peu les choses. Alors, les éléments à faire pour préciser dès l'interrogatoire, ça c'est très important. Les réactions croisées, je vais aller vite puisque ça a été parlé. Les cas particuliers végétariens, végans, viande rouge exclus. Les surprises inattendues devant certaines attitudes et convictions. L'interprétation instantanée, c'est la façon dont je traite pratiquement sur le premier tableau et la première page. Je sais exactement à quoi m'en tenir par rapport à l'hyperperméabilité intestinale et à ce qu'il va falloir gérer comme aliment. Et élément de controverse, je l'avais prévu, si le temps nous le permet. Voilà. Alors, avant de prescrire, c'est très important parce que c'est tous les jours que ça arrive, ça. Moi, j'ai à peu près deux nouveaux patients pour faire les tests tous les jours, j'en ai une dizaine par semaine. Avant de prescrire un test ImmuPro, il faut bien faire préciser dans l'interrogatoire du patient s'il a procédé préalablement à certaines exclusions alimentaires. Les gens, ils arrivent, ils disent « Mais docteur, je viens vous voir parce que j'ai lu votre livre, parce que ci, parce que ça, je suis allé sur Internet et tout, très bien. Et j'ai retiré le gluten, ça fait 15 jours, j'ai retiré le gluten il y a 3 mois, j'ai retiré le gluten il y a 6 mois, ou les produits laitiers ou autre chose. » Et là, vous allez faire passer un test qui coûte 516 €, enfin, c'est ce que je fais passer, et puis on va avoir des résultats, les anticorps vont peut-être baisser. Donc je vais me retrouver, si les anticorps étaient très peu élevés, je peux très bien me retrouver avec un faux négatif. Donc ça m'ennuie de faire dépenser de l'argent à des gens et puis avoir des faux négatifs. Donc là, on est obligé d'expliquer aux gens. Qu'est-ce qu'on leur dit? Si c'est le cas, il faut avertir le patient de la possibilité et de voir la forte probabilité d'être en présence de faux négatifs, ce que je viens de vous dire pour les aliments concernés. Il faut proposer, suivant les différents cas de figure, sur la nécessité de procéder, avant le test, à une réintroduction temporaire de ces aliments. Quand les gens arrivent à me dire « j'ai supprimé depuis 15 jours les produits laitiers et les œufs », je dis « stop, vous arrêtez tout. Vous recommencez à remanger tout. » « Oui, docteur, mais j'ai moins mal au ventre. » Vous recommencez à manger tout et vous ferez le test dans 15 jours, 3 semaines. Vous l'aurez tous les jours, ça. Tous les jours. Okay, bon. Et cette réintroduction a un intérêt, parce que les gens étaient malades, ils ont supprimé d'eux-mêmes certaines intolérances, ils vont mieux, et ils vont voir le docteur Mussy ou vous-même, et vous leur dites, attendez, il faut réintroduire. Alors là, ils font la gueule un tout petit peu. Ils disent, oui, écoutez, combien de temps vous me demandez? Je dis, écoutez, si ça fait 15 jours, 3 semaines,
On se donne 10-15 jours. S'il y a le gluten et les produits laitiers, je dis, vous réintroduisez d'abord les produits laitiers pendant une semaine, et pendant une semaine, vous réintroduisez le gluten, vous rajoutez le gluten, et vous voyez qui fait quoi. Donc là, les gens, ils marchent, ils le font, mais c'est quelque chose que vous retrouverez tous les jours. C'est de la pratique, ça. Ça, c'est vraiment de la pratique quotidienne. Hein. Réactions croisées, je passe. Hein. Les réactions croisées, vous voulez les bananes avec les structures allergènes, l'escargot, fruits de mer, les acariens. Il peut y avoir des réactions croisées avec l'avocat, les melons, et des réactions positives très inattendues. Alors, je vous ai montré quelques-unes. Ici, par exemple, vous avez le lait de chamel qui est positif. Voilà. Et là, moi, ça fait 15 ans, enfin à peu près 15 ans, que je me pose la question pourquoi, dans 1 ou 2 ou 3% des cas, le lait de chamel est positif. Je posais la question à Camille, on ne sait pas trop, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alors les gens disent, mais pourquoi votre test c'est nul et non avenu, comptez, j'ai le lait de chamel, j'ai jamais bu de lait de chamel de ma vie, et regardez, je suis hyper positif. Ben, ça fait partie des petites choses qu'on n'a pas bien compris, d'accord ? Il faut l'avouer, on a des connaissances, et puis on a des... Alors maintenant, j'ai questionné les Marocains, je suis allé au Maroc, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que mange la chamelle, parce qu'à mon avis, ce n'est pas une protéine qui correspond, pas une protéine commune aux autres produits laitiers. Pour moi, c'est ce qu'a mangé la chamelle. Et là, on peut, suivant ce qu'elle a mangé, on peut avoir une réaction croisée et qui explique ce type de problème. Bon. Là, vous voyez ici, ben là, vous avez la chamelle et la jument positifs. Les gens n'ont jamais mangé de chamelle et de jument. Vous avez vu ce matin que c'est le cas exceptionnel. La plupart du temps, la chamelle et la jument sont négatifs. Voilà, le petit voilà. Et sa chamelle, et le lait de chamelle est excellent pour la santé. Hein. Il est bourré de vitamine C et il a plein de bons nutriments. Bon, bref. Arrêtez le lait de vache. Consommez plutôt les produits laitiers venant de la brebis et de la chèvre. Statistiquement exact, mais il faut considérer individuellement. Je vous l'avais dit, le lait de jument peut être excellent, mais attention, il faut se méfier. Donc dire encore une fois que le lait, la brebis et la chèvre, c'est mieux que le lait de vache, ce n'est pas vrai. Encore une fois, individuellement. Donc il faut répondre, il faut personnaliser. Si vous ne personnalisez pas, on passe à côté du problème. Ici, vous avez ici une autre personne qui a le lait de brebis et le lait de chèvre positif, et le lait de jument aussi qui vient, on ne sait pas trop pourquoi, alors qu'elle n'a jamais bu de lait de jument. Mais bon, là, il y a des allergies croisées qu'on ne connaît pas bien. Les produits laitiers résultats quasi habituels, voilà, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle le C-2, c'est-à-dire le classique. Le classique, c'est-à-dire on a tous les produits laitiers, moins la chamelle et la jument. Ça, c'est le plus classique, hein, d'accord ? Et on a celui-ci qui est, c'est le C-2, toujours pareil. Et là, vous avez le C-4, c'est-à-dire que vous avez le classique, moins la brebis, la chèvre, la jument et la chamelle. Bon, ça, c'est celui-là qui sort le plus souvent, hein, excusez-moi. Le deuxième, il y a la brebis, c'est le C-2. Voilà. Et là, vous avez ce que j'appelle le C-4. Autrement dit, brebis, chèvre, jument et chamelle. Et tout le reste, ce sont des laits de vache. Hein. Tout le reste, ce sont des laits de vache. Alors, vous avez décidé d'être végétarien ou d'être végan. Là, je vous montre l'examen d'un végan. Voilà ce que ça donne, c'est-à-dire qu'il a mal au ventre, il n'est pas bien, etc. Bon, bref, moi je respecte tout à fait son histoire. Mais vous avez ici donc les légumes, vous avez ici les céréales avec le gluten, vous avez les céréales alternatives au gluten, c'est catastrophique. Vous avez ici les graines, les fruits à coque, c'est catastrophique. Vous avez l'œuf, c'est catastrophique. Et vous avez ici donc, également aussi les produits laitiers. Et vous avez ici, alors c'est un végétarien, ce n'est pas un végan, excusez-moi, c'est un végétarien. Et ici les salades, voilà. Donc quand vous avez ce genre de choses, il faut quand même les prévenir. Hein, et prévenir que, c'est ce que je dis, si vous avez décidé d'être végétarien, votre choix est tout à fait respectable. Bien sûr, on le respecte. Mais vous êtes en plein accord et rassuré avec le slogan « Pour votre santé, mangez 5 à 7% de fruits et légumes ». Et moi je dis attention, ok, bonne chance, parce que s'il continue comme ça, c'est catastrophique. Bon, là, après, il y a des décisions à faire. Il y a tout un travail explicatif. Et quelquefois, il recommence à manger un peu des protéines laitières ou des viandes. Et vous avez essayé de supprimer les viandes rouges, car c'est, paraît-il, mauvais pour la santé. Puis certains disent que ça donne le cancer. Et vous avez ça. C'est-à-dire que vous avez Patrice, ici, lui, il a la caille de positif, il a le canard, il a la dinde, il a l'oie, il a le poulet, il a toutes les viandes blanches de positif. Mais il a supprimé les viandes rouges parce que c'était mauvais pour la santé. Donc là, il y a un problème. Là, vous en avez un autre, hein, un autre qui a la caille, qui a toujours encore la dinde, qui a l'oie, qui a le poulet. Et l'autruche marche toujours avec les viandes blanches. Hein. Ça m'a surpris, mais enfin, c'est comme ça. Ok, mais il y a une méfiance quand même, car vous n'allez pas forcément dans le bon sens. Je vous conseille de varier les types de viande. Alors, là, la question que je pose est la suivante. Et là, c'est une question un peu philosophique. Je lui dis, en nutrition, qui doit-on privilégier? Est-ce qu'on doit privilégier l'aliment? Parce que vous lisez des livres en disant que les aliments, c'est bon, ça a tout un tas de types d'intérêts nutritionnels. Ou est-ce que vous
privilégier l'individu qui est en face de vous et qui souffre. C'est ça le problème. Donc doit-on privilégier l'aliment avec ses vertus nutritionnelles ou l'homme? Quand vous avez la nutrition nutritionnelle, je vous dis l'aliment est au centre, au cœur de ce concept et de ses préoccupations. Il est privilégié de par ses qualités, ses valeurs nutritionnelles et gustatives. Prenez l'exemple de l'amande. Ben, l'amande, attendez, elle est riche en tout ça, hein, en vitamine groupe B, en vitamine E, en magnésium, en fer, zinc, cuivre, potassium, phosphore, acide gras, oméga 3. C'est magnifique, il faut. Les nutritionnistes vous disent qu'il faut manger des amandes. Haute valeur nutritionnelle. Donc il faut donc conseiller sa consommation. Oui, mais. Et le patient qui se plaint devant nous, qu'en fait-on? Parce que voilà les tests que moi je reçois. Ici, vous voyez, c'est l'ancienne présentation. Hein. L'amande est à 70-79. Je peux vous dire que manger des amandes pour lui, ça lui détrisait son intestin. Hyperperméabilité à cause de ça. Et vous avez aussi les pavots qui étaient positifs. Ici, vous en avez un autre, 73,30. L'amande, bon pour la santé? Non, absolument pas. Ici, un autre patient, toujours sur l'ancienne formule. Vous avez ici un patient qui est à 192, c'est-à-dire chronique d'une catastrophe assurée. Et il a effectivement les graines de courge, il a le lin aussi qui est positif, il a le pavot, il a le pignon qui est positif. Donc là, il y a un moment donné, il faut se poser des questions. Est-ce que l'amande est un bon aliment? Oh oui, dans l'absolu. Mais pour un individu malade, pas forcément. Pas forcément. Donc ça, il faut faire attention. Attends, je vais terminer, sinon je n'y arriverai pas. Hein, ok. Ouais, après, tu me poseras la question. Hein, tu veux m'aller dans mon sens? Bon. Alors, par contre, voilà, là, je suis d'accord. Ça correspond aux valeurs nutritionnelles et ça correspond au bilan de mon patient. Oui, l'amande est négative, du reste, il n'a aucun problème avec les fruits à coque. Et là, vous avez une catastrophe ici, vous voyez, les fruits à coque, un autre patient, c'est catastrophique. Donc dire qu'il faut manger des noisettes, des amandes et tout dans la journée, faites attention, si vous n'avez pas fait le test, vous risquez de passer à côté d'un gros problème. Et là, il y a le blanc d'œuf aussi qui est positif. Bon. Donc pour moi, c'est l'individualisation et pour tout le monde, enfin pour les gens qui travaillent, comme Eric, comme Camille, c'est l'individualisation et ou la personnalisation de notre alimentation qui doit être l'un des objectifs prioritaires avant toute procédure de normalisation nutritionnelle. Je ne sais pas comment on peut faire autrement. Franchement, je ne sais pas. Quelques autres remarques et messages aux micronutritionnistes. Il y a beaucoup de micronutritionnistes ici. Alors je dis, faites attention. Je suis aussi micronutritionniste. Ok. Donc, alternative au gluten. Quand vous avez le gluten qui est positif, vous allez sur les alternatives au gluten. Oui, sauf que là, ici, le maïs est problématique, et ici, le quinoa est problématique, et le riz, très légèrement. Hein. Donc là, on peut tolérer éventuellement le riz, mais il faut faire attention aux alternatives. Le curcuma, tout le monde parle du curcuma dans tous les livres, et vous prescrivez du curcuma. Le curcuma, c'est probablement l'anti-inflammatoire naturel le plus puissant, le plus efficace. Oui, d'accord, mais moi, quand je fais passer les tests d'intolérance, la curcumine, hein, qui est le principe actif du curcuma, ben là, il y a une positivité. Et vous allez aggraver vos patients en donnant du curcuma. Et si vous ne le faites pas, vous passez à côté. Et j'ai quand même beaucoup de patients qui ont ce problème-là. Vous prescrivez du gingembre aussi. C'est très bien le gingembre, sauf que le gingembre ici, regardez, pratiquement toutes les épices et les herbes sont négatives. Le gingembre est positif. Souvent, il sort avec la cardamome et souvent avec le cumin aussi. Mais là, vous l'avez ici, gingembre qui ressort avec la cardamome et avec le cumin. Donc ça, c'est parce qu'il y a effectivement des protéines communes, hein, beaucoup. Donc attention, le gingembre, c'est bien, c'est anti-nauséeux, tout ce que vous voudrez, mais faites attention. Quelques autres remarques et messages aux nutritionnistes, avec graines et huile de lin oméga 3. Ben évidemment, le lin, c'est un des végétaux qui permet d'avoir, avec le colza, d'avoir des oméga 3, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens qui pilent tous les matins leurs graines de lin et qui les avalent. Et puis quand on fait le test d'intolérance alimentaire, ben voilà ce qu'on trouve. Donc là, il y a un problème avec les graines de lin, il y a un problème avec la noix du Brésil, avec le sésame. Donc il faut faire attention. Là, vous avez encore les graines de lin, regardez, à 97,5. Donc allez-y, tapez pour faire des oméga 3 végétaux. Mais là, ça va poser un gros problème sur la santé. La perméabilité intestinale, elle en prend un sacré coup. Bon. Ici, quelques autres remarques et messages aux micronutritionnistes. Les poissons, les oméga 3, les poissons, c'est riche en oméga 3. Prescrivez des poissons. Mangez des poissons 2 fois par semaine ou 3 fois. Ça pose un problème. Il y a des gens qui sont vraiment intolérants. Et même, vous voyez, le saumon, la sole, le saumon, la sardine, c'est intoléré. Bon, bref. Et ici, regardez ici, un autre cas d'intolérance majeure donc, aux poissons. Il faut faire attention. Franchement, il faut faire attention. Moi, je ne sais pas dire à quelqu'un, sur son front, ce n'est pas écrit. Hein. C'est vraiment pas écrit sur le front des gens. Voilà. Alors, j'ai encore un peu de temps. Alors, 5 minutes? Impossible. Enfin, bon, on va y aller. Interprétation instantanée. Voilà comment je procède quand je reçois un patient. OK. Comment interpréter rapidement un test? C'est ce que les Anglais disent at a glance, c'est-à-dire en un clin d'œil. Okay.
Premier temps, à la vue synoptique du premier tableau. Premier tableau, c'est, je vais vous le dire, c'est ça, hein, d'accord? Ok. Voilà. Vue synoptique du premier tableau, il y a deux éléments essentiels, le résultat positif ou négatif concernant le candidat albicans, et puis le nombre total d'intolérances et leur répartition suivant la couleur orange, niveau élevé, et les rouges, niveau très élevé. Voilà, quand on voit ça, bon, il faut prendre en compte le fait qu'il y a un candidat positif, et puis là, c'est une vraie catastrophe. Hein. Donc là, supprimer les aliments pendant quelques semaines et les réintroduire un par un, c'est pas jouable, hein, on ne peut pas faire ça. Donc il faut faire autrement. Et intégrer la première chose, le résultat du candidat albicans à la démarche thérapeutique, c'est essentiel. Confronter ce résultat aux examens effectués antérieurement et ou parallèlement, et que vous allez faire, à la prescription du test sérologique, coproculture, les métabolites organiques urinaires. Si les tests sont positifs immédiatement, il faut prévenir le patient que les implications thérapeutiques sont indispensables, qu'il va falloir, bien sûr, au niveau du régime, diminuer les sucres et les levures, et qu'il y a un traitement spécifique, notamment par le traitement par les biofilms et les anticandidats que vous connaissez. Le nombre total d'intolérances et leur répartition est très important. Vous voyez, ici 65-10 avec un résultat négatif pour le candidat albicans. Quand j'ai un résultat comme ça, je reste sur le premier tableau avec les patients et je leur dis, écoutez, ils arrivent, ils sont en pleurs. Docteur, comment je fais? Ils arrivent, ils s'installent, c'est catastrophique. Regardez, j'ai 75 intolérances alimentaires. Vraiment, ils ont une mine, je ne vous dis pas. Et je leur dis, installez-vous et je vais vous expliquer. Vous voyez ici le problème, c'est qu'on va travailler là-dessus et ça va fondre comme neige au soleil. Ah bon? Comment je leur expliquer? Voilà comment je procède. Après, on peut procéder différemment. Cette vision générale me permet même le plus souvent, on le verra, et rapidement de suspecter ou non la présence d'une hyperperméabilité intestinale. De toute façon, avec un chiffre comme ça, vous avez obligatoirement une hyperperméabilité intestinale. Mais on verra que je ne suis pas toujours d'accord sur le fait qu'il y ait une hyperperméabilité intestinale systématique. Donc le voilà, et c'est la notion que j'introduis, c'est celle de coupable et de victime collatérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dis surtout pas de panique. Au-dessus de 30-35 niveaux élevés, j'explique, j'adapte. C'est-à-dire j'explique la règle des coupables et des victimes collatérales. Et j'essaie d'adapter les évictions selon la volonté du patient, de la nature, du nombre, de l'intensité des symptômes. On peut, dans certains cas, ne pas tenir compte des dosages inférieurs à 10, qui sont le plus souvent ce que j'appelle des victimes collatérales. Je vous montre un exemple. C'est une sorte de négociation que j'ai avec le patient. Et lui, il l'accepte, je vous dis pas, les yeux grands ouverts. Hein. C'est-à-dire que voilà, le test 65-10, le voilà. Vous voyez, vous avez ici... Regardez bien, puis une autre notion que je vais introduire tout de suite, c'est les chiffres là-haut. Ça a l'air de rien, mais le 5-6, 6-7, 6-4, 4-3, 7-1, 6-7, ça veut dire que c'est très proche de la valeur de positivité. Ça veut dire qu'on est dans une pleine hyperperméabilité intestinale. Mais qui sont les coupables? Qui sont les coupables? Qu'est-ce qu'il va falloir traiter? Eh bien, vous avez ici, encore dans les fruits, mais regardez les chiffres, que ce soit ici, les chiffres de positivité 7-9, 7-5, 7-7, 8, 8-2, 7-6, 8-8, enfin bref, je passe, 9-2, 8-8-8. C'est des chiffres qui sont bas. Vous avez des coupables qu'il va falloir traiter et vous avez des victimes collatérales. Ça veut dire que les portes sont ouvertes, les tight junctions se sont ouvertes, et en fait, c'est porte ouverte, c'est open bar. Il y a tout le monde qui s'engouffre. Mais est-ce qu'il faut les supprimer, ceux-là? Non, il ne faut certainement pas les supprimer. Okay, et par contre, si je continue le test, qu'est-ce que je trouve? Aïe, aïe, aïe. Là, je trouve le coupable. Le blanc d'œuf, 76, 14, 20, 22. Et les autres, mes victimes collatérales, les voilà. 8, 8, 9, 1, 7, 7, 8, 1, etc. C'est pas cela qu'il faut traiter. C'est pas cela qu'il faut traiter. Il faut vraiment traiter les coupables. Et je termine la dernière page. Excusez-moi, la dernière page. Voilà, les produits laitiers. La dernière page, la voilà. Donc vos coupables, ils sont le gluten, le produit laitier. Évidemment, on va dire que c'est pas original, mais c'est le cas. Et vous avez le lait de vache. Vous voyez que la chamelle et la jument sont encore négatives. Normal. Okay. Tiens, donc vous allez supprimer ici le patient, vous lui dites, devant un nombre important de dosages dits niveau élevé, d'autant plus que l'on constate la présence de dosages dits très élevés considérés comme sévères, là il y en avait 10, on peut ne pas tenir compte systématiquement des dosages inférieurs à 10. Et là, ça change tout, ça change absolument tout, parce que voilà ce que ça donne à l'arrivée. Il ne reste plus quoi? Il ne reste plus que bon, ça c'est deux additifs qu'il faut éviter. Le blanc d'œuf, le blé, la brebis, le fromage de présure, l'aloumi, le kéfir, le jaune d'œuf, enfin bref, globalement, les produits laitiers, le gluten et les œufs. Et là, je vous dis que le patient, il ressort avec un grand sourire. Et il adhère. Il est rentré, il était complètement défait. Il sort. Merci docteur. Merci parce que je sais comment je vais faire. Je peux tenir le contrat. Mais pas sur les 75 et les 10, c'est pas possible. Voilà.
vue synoptique de la première page des résultats, il y a un élément essentiel. C'est un élément qui est propre à, on peut très bien le critiquer, mais c'est le niveau de réaction moyen. Et ce deuxième temps va compléter la vision générale et permet de confirmer s'il y a la présence ou non d'une hyperméabilité intestinale. Je ne fais jamais les tests de perméabilité intestinale, ça se voit immédiatement sur les tests, on le sait tout de suite. Alors, à partir de l'évaluation synoptique de la moyenne des dosages de la première page, soit on a un niveau de réactif qui est très bas, entre 1,5 et 3,5, et la présence d'une hyperperméabilité intestinale générale, pour moi, est très peu probable. Et là, regardez, c'est un test 134, Imuskin 134. Voilà, vous avez un patient qui a 0 intolérance alimentaire, un niveau RM bas. Et là, regardez, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bref, il n'y a que des 1 ou des 0 partout. Et ici, il y a un 3, un 2, un 4, un 2, un 2, un 2, un 2. Et dans la deuxième page, vous avez également encore des 1 partout, des 1, des 0, etc. Ce monsieur-là est venu me voir parce qu'il avait un claquage musculaire. Il croyait qu'il était empoisonné par des intolérances alimentaires. Je lui ai dit non. Mais il a voulu le faire, il avait les moyens, 250 € ce test-là. Bon, il l'a fait. Résultat des opérations, il a 0 intolérance alimentaire. Juste une petite remarque. Regardez pour la pertinence du test. Quand on a des 1 partout, il y a un NRM, lui, à 1, 1,2. Regardez. Vous avez ici, celui qui sort de l'ordinaire, c'est l'orge. 6,54. Quand vous avez des moyennes à 1 et que vous avez un 6, posez-vous la question. C'est 6 fois plus que la réaction du niveau de réaction moyen. Et regardez la deuxième page. Regardez la deuxième page. Oh, pardon, excusez-moi. La deuxième page. Qu'est-ce qui est positif avec il y a des 0 partout ou des 1? Le malt. Qui peut me dire la différence entre le malt et l'orge? OK? Donc vous voyez la pertinence du test. Ce sont, oui, il y en a, mais les deux qui sont anormalement un peu élevés par rapport à un niveau de réactivité très faible, c'est les deux mêmes aliments qui sont dans des points complètement différents testés ailleurs. Vous voyez la précision du test? Bon, voilà. Okay, c'est ce que je voulais vous dire. Regardez ici des NRM qui sont très bas. Vous avez une intolérance sur 270 aliments. C'est mon épouse. Elle m'a autorisé, pas à donner son âge, mais elle m'a autorisé à montrer son test. Bon, il faut croire qu'elle est peut-être bien soignée par son mari. J'en sais rien. En tous les cas, bon, vous voyez, vous avez des chiffres qui ne sont pas entre 0 et 1, mais entre, ici, vous les avez entre 3, 2, 3, 3, 3, ici, 3, 2, 2, 1, 1, 1, enfin des chiffres très bas, ce que j'appelle des chiffres très bas. Elle n'est pas malade, hein, elle a fait son test parce que je lui ai demandé de le faire, elle n'est pas malade. Bon, regardez, les chiffres ici sont très bas. Donc, quand vous avez des chiffres très bas comme ça, et puis il n'y a pas de gamma-pathie monoclonale, il n'y a pas de pathologie d'immunodéficience, croyez-moi, il n'y a rien de tout ça, eh bien, vous avez ici des chiffres qui sont très bas et vous n'avez pas d'hyperperméabilité intestinale. Le niveau de réaction moyen, NRM bas et gluten davantage suspect. C'est un peu la même histoire que mon patient de tout à l'heure. Vous avez un gluten, tout est bas, à part le 4 ici, à part c'est quoi, c'est l'artichaut, à part tout le reste, c'est à 1, 1, 1 et 2. Hein. C'est vraiment un NRM pour moi qui est très bas. Et vous avez le gluten qui est à 7,6. Eh bien 7,6, pour quelqu'un qui a un niveau de réactivité moyen à 1, 1,5 ou 2, bah, c'est positif. En plus de ça, c'est le gluten, c'est seigneur gluten, donc là, il faut vraiment se méfier. Et cette personne-là a 8 intolérances, bah, c'est les 8 intolérances, c'est le gluten. Donc c'est une allergie très spécifique gluten, là. Nadia, une intolérance, c'est le sarrasin. Vous voyez, le sarrasin aussi, hein, alternative au gluten. Elle a une intolérance sur 270 aliments. C'est le sarrasin, d'accord? Bon, bah, il faut se méfier de tout, gingembre, vous avez vu, curcuma, sarrasin, faites attention, quinoa et compagnie. OK. Et tout est négatif. Donc vous avez ici les produits laitiers, le gluten qui est négatif, à 2. Vous avez ici, vous voyez, des chiffres très bas. Très bas partout, très bas partout. Le gluten est négatif, l'œuf est négatif, les produits laitiers sont négatifs aussi, je crois. Voilà, les produits laitiers sont négatifs. Et vous avez des chiffres qui sont extrêmement bas. Alors là, moi, je pose la question. Quand on dit qu'il y a systématiquement hyperperméabilité intestinale quand il y a une intolérance alimentaire, est-ce que vous pensez qu'il y a une hyperperméabilité intestinale chez cette patiente qui n'a que le sarrasin? Qu'est-ce qui se passe par rapport au sarrasin? C'est vraiment la question que je pose, parce que moi je suis convaincu qu'il n'y a pas d'hyperperméabilité intestinale là, et on va voir un autre cas tout à l'heure qui est très explosif aussi, explicite. Voilà. Et pour moi c'est une allergie de type 3. Elle a une allergie de type 3, mais elle n'a pas forcément d'hyperperméabilité intestinale. Bon. Il peut être élevé, entre 5 et 7,5. La présence d'une hyperperméabilité intestinale généralisée est fort probable. Voilà, là quand vous avez ce genre de choses, c'est une HPI majeure, parce que là vous avez un grand nombre d'intolérances alimentaires qui sont répartis dans toutes les familles, et avec des chiffres, le fameux niveau de réactivité moyen, qui lui n'est pas entre 1 et 2 ou entre 3, mais à 6, 6, 8, 6, 2, 6, 6, 6, 5, 6, etc., des niveaux qui sont très élevés. Il n'y a quasiment pas de 1 et de 2.
Et là, vous êtes sûr que vous avez une hyperperméabilité intestinale. Arrêtez de faire les tests, les autres tests, ou même tester l'azoduline, ça ne sert à rien. Le test que je vous ai montré tout à l'heure, bah, c'est évident, regardez les chiffres. Rappelez-vous tout à l'heure, ici vous avez du 5,6, du 6,7, du 6,4, du 4,3, et puis toutes les autres qui ont franchi la barrière. Ils ont franchi la barrière. Ce n'est pas eux, c'est des victimes collatérales. Ils ont franchi la barrière et ils sont positifs. Okay. Donc le NRM permet donc le plus souvent et immédiatement de reconnaître la présence ou non d'une hyperperméabilité intestinale généralisée impliquée dans la symptomologie du patient. Quand vous avez un niveau bas, pour moi l'HPI généralisée, elle est peu probable, enfin j'y crois pas. Et quand vous avez un niveau élevé, ben, vous avez une HPI généralisée qui est très très probable. Voilà, donc les critères de l'hyperperméabilité généralisée, c'est 3 critères importants. Un assez grand nombre d'intolérances alimentaires à niveau élevé. Ici, il y en avait 65. Hein. D'accord. Dispersion dans un peu toutes les familles alimentaires, on l'a vu, et un niveau de réaction qui est moyen, qui est assez élevé. Et là, vous êtes sûr que vous avez une HPI. Hein. Des questions se posent. Un cas clinique. Un cas clinique qui ouvre le débat. On va en faire le débat juste après, mais ça, c'est un cas clinique qui ouvre le débat. Philippe, 32 ans, nous consulte le 28/9/2016 pour syndrome de fatigue chronique, sévissant depuis 7 à 8 ans, depuis 2008-2009. Donc, il est fatigué depuis 7-8 ans. Il se levait le matin, me dit-il, c'est un enfer, totalement épuisé avant de commencer sa journée. Aphthose buccale récurrente, gros aphte récurrent plusieurs fois par mois, très douloureux, faisant redouter les repas. Des lésions à type de taches ou de plaques rouges sur la langue. Voilà, ça ne se voit pas bien, mais vous avez ici des taches importantes ici, 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 ici. Voilà, il se présente et je fais les photos, il me montre ça. Et ça fait très longtemps qu'il a ce type de problème. Des accès transitoires de fringales, des réveils précoces à 5 heures du matin. Il a remarqué que certains aliments pouvaient plus ou moins augmenter ces lésions sur la langue, le pain, le soja, les fruits exotiques. Qu'en pensez-vous et que proposez-vous? Bon, alors on ne va pas poser trop la question, ce n'est pas le problème de réfléchir maintenant, après le repas c'est difficile. Mais bon voilà, il revient, je passe, il revient le 2/12/2016 avec ses examens biologiques. Alors là je passe, normalité de la nouvelle formule, il a un petit problème avec quand même ici, avec la glycémie à 1,24, il a un petit problème avec le cholestérol légèrement, le mauvais cholestérol à 1,73. Par contre, je suis un peu plus rassuré, enfin, je ne suis pas rassuré pour la glycémie, je l'alerte, mais il a une hémoglobine glyquée à 5,1, donc qui m'inquiète un peu moins. Voilà, et il a une électrophorèse des protéines qui est sensiblement normale, les IgE qui sont tout à fait dans les normes, ici en bas. Et je vous ai dit tout à l'heure que je faisais toujours les auto-anticorps anti-transglutaminase pour éliminer une maladie cœliaque. Toujours. Et un prélèvement buccal a été fait, réalisé en août 2016. Il n'a strictement rien révélé d'anormal. Donc Dermatco dit, nous on ne sait pas ce que c'est. Voilà, il revient le 2/12 avec un très très large sourire et son test IMUPRO complet. Et voilà son test IMUPRO. Donc il a regardé, et là c'est un signe aussi que, mais je n'ai pas expliqué, mais c'est un signe de l'inversion des niveaux, des dosages. C'est-à-dire qu'il y a plus de niveaux très élevés que de niveaux peu élevés. Ça signe une hyperperméabilité. Enfin, ça prouve quelque chose de sélectif. Regardez les tests. Regardez la première page. Bon, il a un peu un problème avec le soja. Et il l'avait dit. Hein, il me l'avait dit. Bon, 7,9. Il avait remarqué que le soja, ça ne marchait pas très bien avec lui. Okay. Regardez les chiffres 3,3, 3,5, 3, 3, 3, 3, enfin 4, 2, 1, 1. Bon, à part le 7,2 ici, l'oignon, mais enfin, globalement, c'est des chiffres qui sont assez bas. Il fait partie des gens qui ont un niveau de réactivité qui est assez bas. La deuxième page, regardez, rien, absolument rien. Et des chiffres de NRM, c'est-à-dire du niveau de réactivité moyen, qui est bas. OK, regardez ici. C'est du 2, du 1, du 2,1, du 1,9, du 2,1, du 2,9, du 2,9, etc. Très, 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 très bas. Troisième page ou quatrième page. Troisième page. Regardez, ici, bon, il y a l'OA qui est positif. Franchement, ce n'est pas l'OA qui pose le problème. Hein. Ce n'est pas ça. Pourquoi l'OA est positif, j'en sais rien. Mais ce n'est pas mon problème. Je m'en fiche, comme disait Eric ce matin. Okay. Par contre, vous voyez, à part un petit peu les anguilles, les barres et tout, qui est à 6, tout le reste est vraiment en niveau extrêmement bas. Donc, quel est le problème, là, d'après vous? Il manque une page. Quoi? Là? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Et voilà la dernière page, mesdames. OK? OK, je vous laisse voir. Voilà la dernière page. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a une hyperperméabilité sélective? Alors moi, je vais critiquer le terme, ça ne me plaît pas du tout. Mais il n'a un problème qu'avec les produits laitiers. Un peu avec le soja, d'accord, OK. Mais qu'avec les produits. Et met des chiffres qui sont à 131, alors que le reste est entre 3 et 4. OK?
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a une hyperperméabilité généralisée sur tout l'intestin? On ne va pas me dire qu'il a une hyperperméabilité sur 40 cm d'intestin uniquement pour les produits laitiers. C'est complètement stupide. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Alors moi je dis qu'il ce n'est pas une hyperperméabilité intestinale qu'il a. Il n'a pas d'hyperperméabilité intestinale. Il a une hypersensibilité sélective aux protéines de lait. Ça, on peut le critiquer, on va discuter après, mais pour moi c'est ça la situation. Le lait de vache est à 131, le lait de brebis est à 95, le lait de vache est à 84. Est-ce que c'est une hyperperméabilité intestinale sélective? Moi je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin, j'ai du mal à comprendre. Ou est-ce que, voire hypersélectif, parce que c'est franchement hypersélectif, 259 autres aliments étant négatifs, avec un RM, niveau de réactivité moyen, qui est faible. Où est-ce qu'il a? Et alors là, les immunologistes peuvent me contredire, mais dans la clinique, c'est ce que je trouve. Est-ce qu'il a une hypersensibilité sélective et non pas hyperperméabilité? Ou allergie de type 3? On en revient à l'allergie de type 3, avec formation de complexe IMA, aux produits laitiers, avec une hyperperméabilité, excusez-moi, c'est la première fois que vous allez entendre ça, une hyperperméabilité qui est induite, mais qui est transitoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va manger des produits laitiers, boum, ça va s'ouvrir et il va faire, et il gardera des anticorps pendant un certain temps. Je ne pense pas qu'il ait une hyperperméabilité intestinale. Donc ça ne veut pas dire, quand on a une intolérance alimentaire, et là c'est énorme, qu'on a forcément une hyperperméabilité intestinale. Et la preuve en est, sur ce patient-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refusé de lui donner un traitement de la barrière intestinale. J'ai dit, Philippe, vous retirez les produits laitiers, un point c'est tout. Okay. Philippe, devant ce résultat flagrant, a de lui-même retiré tous les produits laitiers, avant même que je lui dise qu'il l'avait fait. Et voici le résultat, quelques jours d'éviction expliquant son très large sourire. Il était totalement débarrassé de ces lésions qu'il avait depuis 7-8 ans. D'accord? Voilà. Plus aucun aft, ni plaque rouge depuis le retrait de tous les produits laitiers. Plus aucun signe de fatigue, en forme le matin, disparition totale du syndrome de fatigue chronique qui perdurait depuis près de 8 ans. Et je vous l'ai dit, à noter que pour le soja, il avait vu juste, pour le pain et les fruits exotiques, il s'était trompé, a priori, il n'y avait rien. Voilà, donc voilà comme il était avant et voilà comme il revient un mois et demi après, après avoir fait les évictions des produits laitiers. D'accord? Et il a guéri de ses problèmes, de sa fatigue, de tout, sans traitement de la barrière intestinale. Uniquement en supprimant, pour moi, des vraies allergies de type 3. Quand vous mangez, vous êtes en allergie de type 1, que vous mangez une cacahuète, que vous êtes allergique, vous avez un syndrome immédiat, et puis si le lendemain, le surlendemain, vous êtes traité, le lendemain, le surlendemain, vous ne mangez pas de cacahuètes, vous n'avez pas de problème. Mais vous avez un problème qui est contemporain du fait que vous avez avalé votre arachide. Et moi, je pense que là, on est dans un problème entre l'hyperperméabilité et l'hypersélectivité. Il y a des choses à bien comprendre, hein, et ce n'est pas si évident que ça. Je peux me tromper, mais ça, je l'ai vu des quantités de fois. Hein. Voilà, donc ça, moi j'ai terminé pour ça. J'ai juste quelques points, si j'ai 2 minutes encore, de controverse à vous expliquer, mais ça va aller très vite. Je peux le faire? Allez, rapide, merci. Bon, je ne peux pas le passer, c'est dommage, parce que ça, c'est ce qui est passé à la télévision, c'est une vraie catastrophe, c'est dommage qu'on ne puisse pas l'entendre, ça ne marche pas. Hein. Bon, voilà. Les éléments à la compréhension de certaines controverses. On en a parlé ce matin, donc je vais pas Camille en a parlé beaucoup. Les IgG seraient le témoin évident d'une exposition antérieure. Les IgG n'indiquent aucunement un effet nocif ou inflammatoire, mais un effet de protection immunitaire acquise. C'est ce que disent les allergologues, c'est ce que disent les contradicteurs aux tests d'intolérance alimentaire. Alors, la pratique, parce que dans les IgM, vous savez, quand il y a une présence d'IgM, il y a une infection qui est en cours, qui est aiguë, récente, et dans les IgG, il y a une infection ancienne, témoin d'une exposition antérieure. Donc, ça leur fait dire, les IgG, vous avez été exposé, vous avez mangé des aliments, et votre corps vous dit, bah écoutez, vous avez une tolérance, donc vous avez des IgG augmentés. C'est ce que dit, c'est dommage qu'on n'ait pas vu le passage, parce que c'était clairement dit, notamment par Olivier Coudron. Voilà. Une élévation augmentée considérée comme anormale d'anticorps ne serait que le témoin d'une exposition antérieure vis-à-vis de chacun des antigènes aliments test. Oui, peut-être, mais alors, les dosages de l'ensemble ou d'une très grande majorité des aliments devraient être positifs pour les patients ayant depuis parfois de très longues années une consommation diversifiée et variée. On devrait tous avoir des IgG, tous. Hein. Comment expliquer alors de nombreux patients, même âgés, ne présentant aucune ou très peu d'intolérance alimentaire? Rappelez-vous le monsieur à 0,0. Il a 56 ans, ce qui voudrait dire qu'il n'a jamais rien mangé de sa vie, hein, puisqu'il n'a pas d'anticorps. Voilà, aux yeux de nos experts initiés, ce patient doit jeûner depuis sa naissance, à inscrire dans le livre des records. Bien d'autres patients ont obtenu des accessites. Regardez ici, vous avez 2 intolérances alimentaires. Ici, vous en avez 2. Ici, vous avez, c'est le sarrasin que j'ai montré tout à l'heure. Ici, vous avez 2 intolérances aussi. Ici, vous en avez une.
intolérance alimentaire, et c'était la farine de goire. Hein, elle est fréquente, la farine de goire, hein, faire attention. Et ceux qui substituent le pain, on retire le gluten et souvent on met du goire à la place. Faites très attention à ça, c'est un gros problème. Ici, une intolérance alimentaire, et c'était la nectarine. Hein. Bon, il faut aller la chercher, la nectarine. Hein. D'accord, ok. Bon. L'argument de l'exposition antérieure expliquant la positivité des tests est totalement infondé, voire même ridicule. Enfin, ces patients n'ont jamais rien mangé depuis leur vie, etc. Est-ce qu'ils n'ont rien mangé la veille ou l'avant-veille? Pourquoi des consommateurs réguliers de certains aliments depuis de longues années seraient-ils alors négatifs pour ces aliments? Donc ça ne tient pas la route une demi-seconde. Mais c'est un argument qui est tous les jours évoqué par les détracteurs. Les IgG n'indiquent aucunement un effet nocif, et ça, je vais vous montrer un cas qui est très explicite, voilà, ou inflammatoire, mais un effet de protection immunitaire acquise. C'est ce qu'on vous dit, hein, c'est les IgM, les IgG, etc., protection immunitaire acquise. Le cas clinique suivant suffit à répondre au questionnement des sceptiques. Regardez bien ce test. Ici, c'est une petite fille de 12 ans, remarquablement intelligente, 12 ans, collégienne de 5e, nous est amenée par sa maman en novembre 2015. Elle présente de nombreux sérieux problèmes ORL digestifs, des retards de croissance en relation très probable avec des allergies alimentaires. Me dit sa mère, mais ça ne savait rien. Mais lesquels? Elle a tout un tas de problèmes, raclement de gorge, des pertes d'appétit, fatigue et arrêt de croissance, douleur abdominale, constipation, des migraines et des maux de tête. Bilan biologique et test ImuPro sont... Alors attendez, la maman est très sensée, mais extrêmement préoccupée par l'état de santé de sa fille. Personne ne me donne une explication de ce dont souffre ma fille. L'examen clinique pratiqué est sans particularité, mais on retrouve une enfant qui est volontaire. Elle a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Fatiguée, amaigrie, affaiblie, inquiète par ses problèmes digestifs, ses maux de ventre et ses maux de tête. Elle s'interroge et ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc je lui fais un bilan, bien sûr, un bilan complet, et je fais le test ImuPro 300, enfin le ImuPro complet maintenant, il s'appelait 300 avant. Les examens biologiques reviennent complètement normaux, hémogramme normal, biochimie normale, filtration glomérulaire normale, bilan lipidique, hormonologie normale, sérologie candidose tout à fait normale, les anticorps, je laisse un point d'interrogation. À quoi vous pensez? Lait de vache? Okay. Alors, le test ImuPro revient, 61 intolérances alimentaires sur 270 aliments, négatifs pour le candidat albicans. Okay. Et voilà le résultat. On n'a plus ce tableau. Je l'aimais beaucoup, ce tableau. Je regrette qu'il ait disparu. Franchement, si Camille, on peut le réintroduire. Franchement, d'un point de vue synoptique, il est extraordinaire, ce tableau. Bon, il a été retiré du... Si on peut le réintroduire, franchement, faites-le. Là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez l'avoine, vous avez le kamut, vous avez le blé, vous avez l'orge, vous avez le seigle, vous avez les pâtes, vous avez le gluten. Il y a la carotte et le fenouil. Donc le test ImuPro met en évidence donc, une intolérance au gluten. Donc des chiffres très élevés, parce que les chiffres, on les voilà. Voilà, d'accord? Voilà, vous avez 87,57 pour le gluten. Donc nos experts, très experts, nous disent que c'est normal, les IgG, c'est de l'immunisation acquise. Votre corps a appris à tolérer le gluten, etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous pensez à quoi maintenant avec ça? À quoi? À quoi? Intolérance au gluten, oui. Bah oui, elle y est là, mais à quoi? Ben voilà la réponse. Elle a peut-être une maladie cœliaque. Vous voyez la protection immunitaire qui déboucherait sur une maladie cœliaque? C'est extraordinaire comme argument. Extraordinaire. Et ben voilà. Je fais faire, donc regardez, alors les produits laitiers, c'est pareil, intolérant au gluten, mais pas aux produits laitiers. Donc le principe du sans gluten, sans produits laitiers, il n'est pas toujours vrai. Donc Seignalais, grand respect, c'est mon maître, mais il se trompait, mais à sa décharge, il n'avait pas les tests pour le voir. Donc les produits laitiers sont totalement négatifs, d'accord? Mais après, s'agit-il d'une super protection immunitaire ou tolérance acquise, dixit les experts, nutritionnistes, d'une sensibilité au gluten non cœliaque, tout bêtement, hein, celle dont je vous ai parlé ce matin, mais il n'est pas cœliaque, il n'est pas tout à fait normal vis-à-vis du gluten, il est entre les deux, 53% dans ma patientèle donc de positif au gluten, vous l'avez vu ce matin, voilà. Ou est-ce que ça cache quelque chose d'autre? Eh bien, la réponse, elle est là. Je reçois en même temps les tests d'IgG transglutaminase, les anticorps anti-IgA transglutaminase, et vous avez une positivité à 650, alors que la normale est inférieure à 20. D'accord? Donc ici, 650, les anticorps IgA antitransglutaminase. Ça fait une belle jambe de dire que c'est une protection immunitaire acquise. Hein, d'accord? Mais vous voyez l'imbécilité de ce qui est dit, hein, franchement. Il y a de quoi avoir un coup de gueule. Hein. Bon. Donc le diagnostic de maladie cœliaque est largement suspecté. Et je fais un mois après ou 2 mois après, c'est en février au lieu de décembre, je fais les anticorps IgA qui sont à 80 ou 90, j'arrive pas bien à voir, enfin peu importe. Ils sont à 80 alors que la normale est inférieure à 7. Je fais faire tous les examens susceptibles de montrer et de
prouver donc, la maladie cœliaque. Je refais faire les anticorps anti-odomysium qui sont à 80, il faut être inférieur à 10. Les anticorps anti-gliadine déamidés qui sont à 57, il faut être inférieur à 7. Elle a fait, je l'ai fait faire donc après les biopsies. Un gastro-entérologue était avec moi, on a fait les biopsies et elle est vraiment malade cœliaque avec une atrophie des villosités intestinales. D'accord? Donc voilà ce que représentent les IgG, facteurs d'immunité acquise. Merci. Et j'ai fait faire aussi un groupage HLA. Et cette jeune fille, elle est HLA DQ2, DR3 et DR7. C'est DQ2, DQ8 théoriquement, enfin bon, là, elle est DR3, DR7. Voilà. Donc les tests IMUPRO, non seulement ils permettent le diagnostic de la sensibilité au gluten non cœliaque, hein, j'en ai 53% dans ma patientèle. Une entité clinique est encore mal identifiée. Pourquoi elle est mal identifiée? Parce que qu'est-ce que vous répondent les chefs de clinique ou les patrons des services de gastro-entérologie? Mal identifiée parce qu'on n'a pas de marqueurs, on n'a pas encore les marqueurs, on n'a pas les tests et on n'a pas de marqueurs physiologiques. Donc pour l'instant, on ne sait pas si ça existe parce qu'on sait que quand on supprime le gluten chez une personne, on a des améliorations. Voilà. Mais nous, le test qu'il y a, enfin, le test proposé par IMUPRO, je suis désolé, il montre parfaitement bien qu'il y a des marqueurs sur le gluten, de la sensibilité au gluten, puisqu'il y en a 53% dans la patientèle. Voilà. Et peuvent, dans certains cas, un lanceur d'alerte pour le diagnostic donc, de la maladie cœliaque, qui sera confirmé dans 1% des cas par une positivité aux anticorps IgA transglutaminase, une atrophie des villosités intestinales et la présence de marqueurs génétiques, HLA DQ2, DQ8 le plus souvent, mais c'est là, c'est du DQ2, DR3 et D7 pour Héloïse. Hein, voilà. Bon, et les IG4, ce matin, on vous en a parlé. Juste une seconde. Regardez la quantité d'IgG4 qu'il y a dans un sérum sanguin. Vous allez comprendre pourquoi, quand vous testez l'ensemble des IgG, en aucun cas, vous ne testez les IgG4. D'accord? Regardez, vous avez ici, c'est facile à voir, hein, les IgG1, il y en a entre 4 grammes et 9 grammes. Les IgG2, vous les avez entre 2 grammes 40 et 7 grammes. Les IgG3, vous les avez entre 0,21 et 1,76. Et les IgG4 qui posent énormément de problèmes, vous les avez entre 0,040 à 0,870. Donc quand vous dosez les IgG totaux, vous dosez essentiellement les 1, les 2 et les 3 qui sont pro-inflammatoires et jamais les IG4 qui sont des facteurs, c'est des bloqueurs des IgE en fait, hein, ce sont des anti-IgE. Voilà. C'est pour ça que dans le milieu extravasculaire, les IgG constituent la clé vectrice du processus d'opsonisation et d'activation du complément. Les 1 et les 3 activent le complément, font des procédés de phagocytose et d'opsonisation que ne font absolument pas les IgG4. Ils ne peuvent en aucun cas donc avoir une action de protection et ou de tolérance vis-à-vis des antigènes élémentaires. Ils sont pro-inflammatoires et c'est bien eux qui sont testés. Vous avez, ça c'était Camille qui m'avait donné ça il y a pas moins 10 ou 15 ans, et je l'ai conservé, je crois que c'est allemand, enfin, je ne sais plus. Vous avez ici les fonctions 1, 2, 3 et 4. Vous voyez que l'opsonisation indispensable pour avoir un effet inflammatoire. Vous avez les IgG1 avec 3 croix, vous avez les IG3 avec 2 croix et vous avez les IG4 absolument négatifs. Ici, vous avez l'activation du complément. Les IgG1 sont susceptibles de le faire avec 2 croix, les IG3 le font avec 3 croix et les IgG4 sont tout à fait négatifs. Et quand on vous dit la concentration moyenne, je viens de vous en parler, vous avez les IgG1 9, les IG2 3, les IgG3 1 et les IgG4 0,5. Donc encore une fois, les IgG4 qui sont mis en haut de la fiche par les allergologues, c'est vrai que la désensibilisation, c'est vrai que la vaccination fait fabriquer des IgG4, mais quand on fait les tests IMUPRO, ce ne sont pas les IgG4 qui sont testés, c'est les 1, les 2 et les 3, et ils sont pro-inflammatoires. Voilà, tout ce que je voulais dire. J'ai terminé. Merci de votre attention.